France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre rendez-vous de fin d'après-midi, 16h, 18h, votre LGF aujourd'hui avec notre belle Nadia Lazouni. Comment ça va Nadia? Très bien Christophe, bonjour tout le monde, ravi toujours d'être là, à tes côtés. Elle est ravissante aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. C'est gentil. Jusque 18h, on va parler de quoi avec toi tout à l'heure? Alors moi, pour la vie tranchée, on va parler de l'affaire Weinstein. Je sais pas si je le dis bien, et de ce hashtag balance ton port. Et puis pour le coup de cœur, on va parler de Farid Benlaga, qui est un producteur franco-algérien et qui nous fera l'honneur d'être là pour nous parler de son travail. Très bien, en tant que producteur. En tant que producteur, oui, voilà, c'est ça, de spectacle vivant. Bon, très bien. Eh bien, on a hâte de découvrir cela tout à l'heure. Et puis, une grosse partie tout à l'heure consacrée à l'affaire Al Discount HBTC. Donc, tout à l'heure sur France Maghreb 2 avec Nabil Meksan, donc qui sera avec nous sur France Maghreb 2, le responsable de ce magasin du côté de Villepinte, qui est menacé d'expulsion. On essaiera d'expliquer le plus simplement possible les choses parce que c'est un peu compliqué et on va essayer donc de relater un petit peu cette affaire tout à l'heure dans cette émission parce que le Grand Forum évidemment au parfum de ce qui se fait dans la communauté mais aussi en dehors, bien entendu. On reste au parfum, de notre pays, qui est notre belle France. Sur France Maghreb 2, soyez les bienvenus. Voici donc le sommaire pour aujourd'hui. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, le président présente son plan sécurité. Emmanuel Macron aux policiers, soyez forts et justes. Invité du Grand Forum, Nabil Maxel, le responsable d'Al Discount, magasin basé à Villepinte, menacé d'expulsion par le propriétaire des lieux, la banque HSBC. Algérie, le métier de sage-femme ouvert aux hommes, alors que la présidente de l'Union nationale des sages-femmes algériennes a appelé à ouvrir la profession aux hommes. Les résistances de la société sont encore fortes. Votre avis nous intéresse. La question LGF, selon Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron est en voie de basculement définitif à droite. Partagez-vous son avis, vous répondez sur Twitter LGF officiel ainsi que sur la page Facebook France Maghreb 2. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure en fin d'émission au 01 40 33 9000. LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct jusque 18h sur France Maghreb 2, évidemment avec vous et avec Nadia Lazouni et son coup de cœur aussi qui est déjà là. Oui, bien là dans le studio. Tu vas nous le présenter alors Nadia? Mais je crois qu'il va même se présenter seul, Farid Comment Benlaga. ça? Non, c'est à toi de le présenter. Je suis désolé, c'est ton coup de cœur. Ah ok, c'est mon coup de cœur. Oui. Farid Benlaga est producteur franco-algérien, il produit des spectacles vivants. Et son parcours m'a beaucoup touché puisque c'est quelqu'un de la finance qui a choisi finalement de se réorienter professionnellement pour écouter ses envies et ses passions. Et donc Farid exerce son métier entre la France, le Maroc et l'Algérie. Ah, que de belles perspectives alors. Bonjour Farid. Bonjour Christophe, bonjour Nadia, merci de m'inviter. Producteur, tu produis donc des spectacles vivants, c'est-à-dire? C'est spectacle vivant, c'est des spectacles tout court en fait, grosso modo. C'est vous avez différentes catégories de producteurs. Vous avez des producteurs de cinéma, des producteurs de clips, et puis vous avez des producteurs de spectacles quand c'est produit en live, quand le spectateur a l'occasion de voir le spectacle produit en direct. D'accord. Ça peut être quoi, des artistes? Ouais, ça peut être des artistes, ça peut être des comédies musicales, différents types du théâtre, différents types de spectacles. Ah d'accord. Donc t'es un mec intéressant à avoir dans son répertoire. Si on veut des places pour des spectacles, quoi. Ça peut être sympa. Ouais. Mais je suis exigeant quand même. Faut que ce soit un bon copain qui demande. Ah bien sûr, mais pas de problème, on peut s'arranger. C'est quoi le gros spectacle dernièrement là? J'ai travaillé sur la comédie musicale Les Trois Mousquetaires. D'accord. Une grosse production française, sur lequel j'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler. On a eu l'occasion de se produire au Palais des Sports pendant 3 mois et ensuite une tournée pendant 6 mois dans toute la France. D'accord. Ok, voilà. C'est parfait. Plus d'une centaine de dates au final. Plus d'une centaine de dates. Et dans le communautaire, tu fais un peu? Oui, j'ai fait. Alors bon, moi en France pas trop parce que le marché est relativement déjà bien pris. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi l'un des marchés sur lequel j'ai beaucoup misé en France, c'est les comédies musicales parce qu'il y a un vrai marché. Et, ça marche bien. Hein. Ouais, ça marche plutôt bien. Et puis moi j'avais des opportunités que j'ai réussi à exploiter. Même si maintenant le marché est en train un petit peu de nouveau de se tourner et de se modifier. Au final, on est sur des marchés qui sont très volatiles là aussi, un peu comme dans la finance d'ailleurs. Et donc non, moi tout ce qui est en lien avec nos communautés d'origine, je le fais plus par rapport à des productions directement dans nos pays d'origine. D'accord. En l'occurrence, un peu effectivement le Maroc, mais surtout l'Algérie. Ah oui, parce que le Maroc, ça bouge beaucoup en matière de production. Enfin, c'est il y a beaucoup énorme. de festivals. Ils sont bien meilleurs que nous en Algérie. Ouais. Faut le dire.
Ouais. En Algérie, le problème, apparemment, d'après ce que j'en sais, c'est que les festivals, il y a des projets, il y a plein de trucs, mais rarement ça va au bout, quoi. C'est dommage. C'est pas faux, c'est un peu ça l'idée, oui. Ouais. Tu peux peut-être parler des artistes que t'as produits. Oui, j'en ai. En fait, moi, pour éventuellement reprendre ce que tu disais, ma chère Nadia, ton introduction n'était pas mauvaise et je vais essayer de l'expliquer rapidement. Effectivement, moi, j'ai fait Maspé, j'ai fait l'école centrale ensuite, et j'ai commencé à bosser dans la finance à Londres. Et en fait, pendant que j'étais étudiant, donc avant de travailler, lors de mes études, j'ai eu l'occasion de monter ce qu'on appelle le gala de l'école dans laquelle j'étais, dans les grandes écoles en France. Les galas de l'école, c'est des grosses opérations où vous faites justement venir des artistes. Généralement des artistes assez connus. Donc moi, dès que je suis arrivé, je m'en suis occupé. C'était au début des années 2000 et à cette époque-là, l'Algérie sortait d'une décennie sanglante. Le pays allait un peu mieux et moi, je commençais à repartir dans mon pays d'origine avec mon père et je constatais qu'il ne se passait rien. Et donc quand j'ai réussi à monter cette première opération en France, dans mon école, je me suis dit tiens, j'ai adoré faire ça, je vais faire la même chose en Algérie. Et puis j'ai commencé à le faire. J'ai monté une entreprise avec mes propres moyens et je suis parti un peu à l'aventure et j'ai un peu défriché le terrain puisqu'il se passait vraiment rien à cette époque-là, malheureusement. Et j'ai fait venir les premiers grands artistes internationaux en Algérie. À l'époque, j'ai fait Marc Serron, David Guetta, Diams quand Diams était au summum. Ah oui. Ouais. Ah oui, t'as tapé dans du lourd. Ouais, c'était des belles. Moi, je me suis vraiment focus sur les gros concerts, donc avec plusieurs milliers de spectateurs. Aujourd'hui, c'est pas casse-gueule d'organiser un concert aujourd'hui, parce que c'est difficile. On voit que c'est clairement de plus en plus compliqué, quoi. Ah ouais, clairement, ça l'est. D'ailleurs, moi, je l'ai remarqué, puisque quand j'ai arrêté cette première phase de cette activité et quand j'ai donc fini mes études et que je suis parti bosser à Londres dans la finance. Quand je suis revenu sur cette activité-là, parce que la vie a fait que j'ai décidé de changer d'orientation, c'était 2 ans plus tard que je m'y suis remis, et ça fait donc maintenant depuis 5-6 ans que j'ai remis le couvert sur cette activité en Algérie. La réalité, c'est que malheureusement, ce marché ne se développe pas, ou en tout cas peu, et j'incite, moi c'est un discours que j'ai, je suis peut-être un des rares à avoir ce discours malheureusement, mais j'incite tous les entrepreneurs dans cette activité à le faire en Algérie, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors certes c'est très difficile, mais il y a un marché à créer, donc il faut le faire. J'essaye d'y participer. Et pour répondre à ta question, Nadia, la dernière grosse opération que j'ai faite à Alger, c'est le concert de Stromae. Ah oui. Ah ouais. Ouais, c'était sympa, ouais. Ah, ça devait être complet. Ouais. Stromae à Alger. Ouais, ça a été costaud. Ça a été le plus gros concert. Et tu gardes des contacts après avec les artistes ou pas? Comment? Tu gardes des contacts après avec les artistes? En l'occurrence, avec Stromae, oui, dans le sens où j'ai, cette opération s'est tellement bien passée, c'est quelqu'un de charmant. Bon, il est extraordinaire. Qu'il avait émis justement à cette période de sa tournée, il avait émis le souhait de faire une tournée en Afrique. Et donc moi je me suis proposé de l'accompagner dans la production de cette tournée en Afrique, et je me suis occupé d'un certain nombre de ces dates de la tournée africaine qu'il a fait l'année suivante, et on a vécu une aventure assez exceptionnelle avec lui. Donc oui, je garde contact, enfin ça reste des contacts professionnels, bien qu'avec lui il y a une forme d'amitié qui s'est créée. J'essaie de pas trop mélanger. Oui, il va bien. Les infos que j'ai, il va bien. Oui. On avait eu écho qu'il avait quelques problèmes apparemment de santé. Écoutez, moi de ce que j'ai vécu avec lui, il s'agit à la fois d'un homme et d'un artiste d'exception qui vit les choses pleinement et qui fait pas. Oui, c'est un génie et qui fait pas semblant. Et donc c'est quelqu'un qui vit les choses pleinement et donc il a vécu à fond sa tournée mondiale. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Je pense pas, parce que c'est vraiment un artiste qui a besoin de se nourrir de ce qu'il vit, et donc il vit les choses pleinement. Et quand je dis qu'il vit les choses pleinement, c'est-à-dire qu'il les vit pas forcément à travers des expériences folkloriques. Je veux dire, il est attentif à tout ce qu'il peut voir, tout ce qu'il peut entendre, tous les échanges qu'il peut entretenir. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute au final, et il se nourrit de ce qu'il voit et de ce qu'il vit. Et il le vit de manière très intense. Et là, t'es sur un gros projet là en ce moment? Ouais, j'en suis sur plusieurs, oui. Ouais. Mais voilà, je fais très attention parce qu'effectivement, c'est une activité qui est difficile. Ouais. Voilà. Donc tu veux pas nous donner un petit truc sympa là qui va se passer? Il dit de manière élégante. Non, vous n'aurez pas plus d'infos. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais si je peux parler d'un projet sur lequel on travaille, et qui concerne en plus une artiste que j'adore, qui est Nawel Madani. Ah oui. Ça se sait, donc je peux en parler, puisqu'on essaie de monter un festival du rire à Alger. On est en train festival du rire à Alger. Ouais, super. Un peu l'équivalent de. En fait, tu veux faire le Marrakech du rire, quoi.
Alors nous on va commencer de manière modeste. Oui, voilà. Nous on va commencer de manière modeste parce que Jamel fait des choses assez exceptionnelles et d'ailleurs j'ai de très bonne relation avec l'équipe de Jamel. Je trouve que c'est une équipe formidable. Si on peut les copier un peu et modestement, on le fera. Voilà. Très bien. Bah, c'est bien. Système des aides quoi. Ouais, système des aides, voilà. Et puis après, si on peut monter en puissance, on le fera. Voilà. Bon, eh ben tiens, pour la petite histoire, je vais aller voir Jamel son nouveau spectacle. Il paraît qu'il est pas mal. Ouais. Je vais aller le voir début décembre. Ouais, je te raconterai. Et Stromae, c'est vrai que je sors très peu moi personnellement à des concerts, mais je choisis bien mes trucs. Dernière en date, c'est Stromae. C'était pas Rimka le dernier? Dernière en date, ouais, Rimka. Ouais. Mais excuse-moi, c'est ouais, ok. Non, ça n'a rien à voir quoi. Ouais. Charles Aznavour la dernière, Stromae. Voilà, pour vous donner un petit peu le genre éclectique quand même que je suis. Et Aznavour, c'est juste un mec exceptionnel, vraiment. Pendant 3 heures, le mec il chante, il a 93 ans, il chante, je confirme. Peu d'artistes sont capables de faire ce qu'il fait encore à son âge, avec une telle forme. Vraiment, j'ai kiffé, comme on dit. Bon, alors on va parler un peu d'actu parce qu'on est là pour ça quand même. Mais bravo Farid, tu m'avais caché quand même que Nadia que c'était un poids lourd l'ami Farid. Hein. Mais il fallait qu'il se révèle. Il est trop sympa ce Christophe. Il faut le classer dans les catégories poids lourd, le monsieur. Hein. Bon, alors on va parler un peu d'actu si vous le voulez bien. On va parler de Emmanuel Macron et cette prise de parole qui était attendue hier dans un discours d'1h30. Donc le président français Emmanuel Macron a détaillé sa stratégie en matière de sécurité devant 500 plus hauts responsables des forces de l'ordre. Il a notamment présenté son projet de police de sécurité du quotidien. Je propose de l'écouter. Il ne vous aura pas échappé que la réforme que je souhaite porter n'est pas le retour à la police de proximité, même si je ne partage absolument pas le procès qui a parfois été fait à cette dernière. La police de sécurité du quotidien vise à sortir de l'opposition stérile entre police de proximité et police d'intervention. Répondre à ces attentes, ce n'est pas remettre en place une police de proximité avec des postes de police statiques dans les quartiers. Ce n'est pas, comme on l'a parfois dénoncé, aller jouer au football avec les jeunes. C'est au contraire exercer votre métier de policier qui représente une autorité, qui conforte et qui rassure, mais qui rappelle aussi les règles de vie en société chaque fois que c'est nécessaire. Et donc c'est penser des modes d'action beaucoup plus granulaires sur le terrain, souvent beaucoup plus mobiles, et sans demander aux policiers de devenir des éducateurs, de retisser avec les associations, avec les élus locaux, avec la police municipale, des formes d'action rénovées pour être beaucoup plus efficaces par rapport à la nature de la menace. Pas sûr que cela suffise. En tous les cas, il a par ailleurs dit sa ligne de conduite en matière d'immigration. Il souhaite à la fois un accueil exigeant pour les réfugiés et une politique intraitable de reconduite pour les autres migrants face aux défis durables des déplacements de population. Voilà ce qu'il a dit en bref hier. En clair, soyez justes et soyez forts. Voilà le message qu'il a voulu faire passer hier aux policiers. Nadia, est-ce que tu crois à cette police de sécurité ? En fait, moi, je crois pas à Macron tout court. Oui, non mais après. Je suis le président, mais souffle chaud et le froid. Hein, soyez forts, mais justes. Soyez proches, mais distants à la fois. Et on n'arrive toujours pas à cerner le bien près du micro, Charles Nadia. Monsieur, pardon. Ouais. C'est l'émotion. Hein, quand on parle de Macron, toi-même, tu sais que ça suscite toujours une certaine émotion. Je pense qu'il n'avait pas besoin de rappeler à la police qu'elle doit être forte, hein, puisque exercer la force, c'est ce qu'elle sait faire. Et j'aurais bien aimé qu'on entende, par exemple, je sais pas, Mel Bentounsi du collectif Urgence Police Assassine réagir à ce genre de propos et à toutes les familles des victimes de violences policières. Donc je pense qu'il aurait peut-être dû appeler la police à être plus juste et peut-être un peu plus prudente quand elle utilise des moyens quand elle est en mission, tout simplement. Ouais. Tiens Farid, toi t'as un avis là-dessus sur Emmanuel Macron, sur sa proposition de police de sécurité. Alors il a bien précisé que ça s'agissait pas du retour de la police de proximité. Il a bien fait la nuance. Bon, personnellement, j'ai pas bien compris en fait le sens de sa démarche. Mais bon. Non, mais moi, au-delà des mesurettes qui sont prises, qui selon moi ne permettront pas d'orienter dans une nouvelle direction ces problématiques-là. Ce qui m'intéresse surtout, moi, dans ce qui a été proposé et surtout dans ce qu'on arrive maintenant à décoder, c'est une forme de droitisation de son discours et de son action.
On l'a vu. Du coup, tu vas pas répondre à la question du jour aujourd'hui. Hein. C'est selon Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron a viré complètement à droite, définitivement. Il a tout à fait raison. Vous partagez son avis, c'est ce qu'on vous demande sur Facebook et Twitter. Je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Sarkozy. C'est un homme de droite qui sait reconnaître les siens. Donc effectivement, on est dans une situation où, mais tout ça s'explique. Hein. On est dans une situation où Emmanuel Macron est en train d'aller vers la droite. Sur le plan économique, il l'était déjà. Hein. C'était un libéral assumé et pro-mondialisation, et donc il tirait plus effectivement vers le courant de la droite. Et sur les sujets de société, on avait cru imaginer, en tout cas, d'apparence comprendre qu'il était plutôt effectivement à gauche, qui lui permettait d'avoir ce positionnement central de ni gauche ni droite. Depuis sa prise de fonction, on sent clairement une dérive vers la droite. On l'a vu dans son traitement des migrants dans le nord de la France et à Calais, où on a rarement utilisé la répression des migrants. On le voit concernant la loi antiterroriste. Qui est une loi qui a été définitivement adoptée hier. Qui a été adoptée hier, effectivement, et pour lequel d'un très grand nombre de personnes se sont soulevées. Et je citerai par rapport à ça mon ami le grand intellectuel Patrick Veil, qui a fait une tribune très remarquée dans Le Monde, qui disait que d'une certaine manière cette loi antiterroriste était une forme de retour au code de l'indigénat. Ouais, c'est lui qui l'a dit. Hein, voilà, c'est pas Christophe, c'est pas Farid, c'est pas Nadia. Non, c'est Patrick Veil, ce n'est pas moi. Donc, pas n'importe qui, quand même. Et c'est quand même une référence pour tous les sujets d'immigration et de société, puisque c'est vrai, cette loi comporte en son sein une forme de capacité pour l'administration policière de cibler des types de populations. Et cette manière de procéder, sans le contrôle du juge, puisque c'est quand même le fondement même de notre droit, c'est de faire en sorte que l'administration policière est contrôlée par la justice. Cette dérive-là, qui permet à l'administration policière d'être d'une certaine manière libre de toute action, et dirigée directement par le ministère de l'Intérieur et le préfet, leur permet d'une certaine manière de cibler des populations, et je m'en inquiète énormément, parce que on sait déjà, les chiffres le prouvent déjà, que les contrôles aux faciès sont de manière très fréquemment orientés vers les populations d'origine étrangère, et cette loi va renforcer cette dérive. Voilà. Donc voilà, c'était un autre exemple de cette dérive vers la droite sur ces sujets de société et de sécurité. Et je m'en inquiète, mais en même temps ça s'explique. On est dans une situation où le bloc de gauche classique a été complètement démantelé. Macron a bien compris que le bloc qui est très 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 à gauche, grosso modo le bloc Mélenchon, qu'on pourrait qualifier d'altermondialiste, il a bien compris que ça allait être sa grande opposition, et que donc il avait deux autres blocs qu'il fallait contrer, c'est-à-dire le bloc de Marine Le Pen et le bloc de la droite traditionnelle. Marine Le Pen, il s'en occupe pas, elle est trop loin de son positionnement. Ce sera ce soir sur France 2 dans une grande émission politique. Bien sûr, ce sera très intéressant de regarder. Et donc grosso modo, il a bien compris que d'un point de vue politique, il y avait un bloc sur lequel il fallait essayer d'aller récupérer un certain nombre de points, notamment dans la perspective des prochaines élections. C'est le bloc de droite classique qui a réussi à s'en sortir un peu après ces deux séries d'élections présidentielles et législatives. C'est le bloc qui a le plus résisté à la vague Macron. Donc Macron va vers eux pour essayer d'aller leur piquer une part de marché. Donc ça s'explique. Bon, eh bien, je vois que l'ami Farid est aussi calé politique. Hein, il a beaucoup à dire en politique. Oui. Il adore ça. Bon, bah ça tombe bien. Alors bon, on sera de toute façon amené à en reparler. Nadia, est-ce que tu es prête? Pour mon avis tranché? Oui. Est-ce qu'on peut attendre un tout petit peu? Oui, bien sûr, on peut attendre un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Bah écoute, on va faire le zapping maintenant, hein, parce qu'on a nos invités qui arrivent dans quelques minutes. Et puis voilà. Donc on parlera tout à l'heure, je rappelle, de l'Algérie avec la responsable des sages-femmes algériennes qui propose d'ouvrir le métier aux hommes. Et on vous demandera votre avis, et on sait que bien elle fait face à une société qui fait un peu de résistance pour le coup, d'où cette question aujourd'hui. Est-ce que ça vous choque qu'il y ait des sages-femmes hommes donc qui puissent faire accoucher des femmes en Algérie? Et au-delà de l'Algérie, est-ce que par exemple ça vous gêne, vous en tant que femme, de vous faire accoucher par un homme? Parce qu'il y en a quand même des sages-femmes. Moi je pensais qu'il y avait que des femmes, hein, mais on m'a dit que non, il y a des hommes. Donc voilà. Bon, on réagira après oui, cette actualité, pas maintenant. Hein. Ah non, tout à
à l'heure. Hein, okay. Faut teaser un petit peu, tu vois. Ok. Alors, dans le zapping aujourd'hui, le Parlement français, on en parlait il y a quelques instants avec Farid, définitivement donc adopté le projet de loi antiterroriste, doit prendre le relais de l'état d'urgence au 1er novembre. Vous le savez, le texte avait déjà été adopté à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Il est donc approuvé hier par le Sénat. Il s'agit d'un sujet très controversé. Écoutez, Jacqueline Bourreau, ministre auprès du ministre de l'Intérieur sur Public Sénat. Peut-on raisonnablement demeurer encore dans l'état d'urgence alors que nous y vivons désormais depuis plus de 2 ans ? Le gouvernement ne le pense pas et fait sienne la formule du Conseil d'État, Monsieur le Président, selon laquelle l'état d'urgence est un régime de pouvoir exceptionnel, ayant des effets qui, dans un état de droit, sont par nature limités dans le temps et dans l'espace. Face à une menace devenue durable, il nous faut avoir recours à des instruments ayant vocation à y répondre de façon permanente. Alors c'est intéressant ce qu'elle dit, cette dame, parce que l'état d'urgence, c'est la nouvelle loi antiterroriste qui rentrera en vigueur, je rappelle, le 1er novembre. On voit pas beaucoup de différence finalement, c'est un espèce d'état d'urgence suite qui se poursuit. C'est la continuité, oui, d'un régime d'exception, c'est ce que disait cette femme. Ouais. On va vivre des beaux jours. Je suis d'accord, on a transposé les prérogatives de l'état d'urgence dans le droit commun, c'est une catastrophe. Alors les socialistes, sachez-le, se sont abstenus, dénonçant certaines mesures attentatoires au projet, comme la limitation notamment de la liberté de mouvement. Le rapporteur Les Républicains du texte, Philippe Bas, a même douté que le texte soit constitutionnel. Écoutez sa réflexion là-dessus. Il s'agit de donner sa pleine efficacité à la lutte contre le terrorisme dans le respect de notre état de droit et de nos traditions républicaines. C'est une gageure. Le rapporteur que je suis, au pied levé, n'est pas en mesure d'apporter la garantie que toutes les dispositions du texte du gouvernement, même amendées par le Sénat et rediscutées en commission mixte paritaire, pourront franchir le cap d'un examen éventuel par le Conseil constitutionnel. J'adore les sénateurs quand ils s'énervent. Madame Macron indique que le texte ne serait pas soumis au Conseil constitutionnel. Voilà, donc le rapporteur de la droite au Sénat se pose la question. Mais il n'est pas le seul à décider. Il n'est pas le seul. Oui, voilà, c'est surtout d'autres peuvent faire un recours. Hein. Bien sûr. Exactement, c'est quoi? C'est 60 députés, 60 parlementaires qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel. Donc. Ouais. En tous les cas, vous avez vu le Sénat. J'adore comment ils s'énervent les sénateurs. C'est extraordinaire. C'est élégant. Ah ouais, c'est très élégant. C'est très. C'est limite une maison de retraite du pouvoir, le Sénat. Ouais, le Sénat. On va parler retour donc sur cet impôt de la fortune qui cristallise certaines tensions. Mardi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a rejeté la proposition de réforme alternative de l'impôt sur la fortune déposée par le MoDem, estimant que cette dernière n'était pas constitutionnelle, il ne respectait pas le programme d'Emmanuel Macron. Hier matin, le président du MoDem, François Bayrou, s'est exprimé sur la question sur RTL. C'est pas un sujet de affrontement. C'est un sujet de débat à l'intérieur de la majorité. Je dirais, il est sain qu'il y ait une expression sociale à l'intérieur de la majorité. Il n'y aura pas de crise. Il y a un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, puisque le Parlement, c'est 2 assemblées pour qu'on puisse avoir des corrections, des changements, des précisions. Et tout ça est positif. François Bayrou, toujours dans la mesure. Il avait perdu son poste, vous vous rappelez, son poste de garde des Sceaux dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif des assistants parlementaires européens du Parti centriste. Hier, une perquisition a été menée au siège du MoDem à Paris dans le cadre de cette même affaire. François Bayrou qui parle de débat, non pas de désaccord à propos de cet impôt sur la fortune. Nadia. J'aimerais bien entendre Farid sur ça. Non, mais avec plaisir. Non, mais c'est pas vrai. Il y a des débats au sein de la majorité. On sent que les désaccords pointent maintenant leur bout de leur nez. Mais pour des raisons qui sont assez simples. Il y a des mesures qui sont particulièrement visibles et qui heurtent un certain nombre de personnes. Quand vous annoncez que vous allez redistribuer 400 millions d'euros pour les 1000 contributeurs les plus importants de l'ISF, c'est-à-dire en moyenne 400 000 euros par personne qui vont être redonnés aux gens qui sont déjà riches, et qu'à côté de ça, vous privez les gens qui bénéficient de l'APL de 5 euros par mois.
Ce qui fait au final un budget de 400 millions d'ailleurs d'euros par an. Eh ben vous voyez très vite qu'il y a des mouvements qui se font où on a l'impression qu'on prend aux plus pauvres et qu'on redonne tout ça aux plus riches. 400 millions qu'on retire aux plus pauvres d'un côté et 400 millions qu'on redonne d'un autre côté aux plus riches. Donc oui, ça heurte beaucoup de gens et je suis pas étonné que cette grande majorité présidentielle constituée par à la base des gens de droite, des gens du centre et des gens qui sont quand même un peu à gauche, c'est tout à fait normal que ça finisse par se fissurer. Autre chose dans le zapping, dans ce contexte de tension avec les syndicats sur les réformes sociales, que Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, a réagi hier aux propos tenus lundi par Jean-Luc Mélenchon des suites de la manière dont les syndicats conduisent la contestation de la réforme du Code du travail. Il s'est exprimé sur France 2, Jean-Claude Mailly, écoutez. Ouais, enfin j'ai envie de lui dire, keep cool mec, hein. C'est pas, faut arrêter quoi. T'es quoi? Tu fais de la politique ou tu fais du syndicaliste? T'es adhérent quelque part syndicalement? Enfin, écoutez, on n'a pas de leçons à recevoir de lui ou d'autres. Enfin, c'est pas un gourou. Enfin, je sais pas moi. Enfin, bon, je comprends pas ce genre d'intervention quoi. On sait plus où il se situe. Hein, on a l'impression que il doit nous donner des conseils. Voilà, c'est le grand organisateur des manifestations. Non. Voilà, Jean-Claude Mailly. Et puis autre sujet qui a agité hier la vie politique française, l'État va devoir rembourser entre 8 et 10 milliards d'euros à de grandes entreprises. À la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement a déploré leur validation par le Conseil constitutionnel de la taxe à 3% sur les dividendes instaurée en 2012. Christophe Castaner s'en est directement pris au quinquennat de François Hollande. L'amateurisme juridique a conduit à faire le plus grand cadeau fiscal qu'on ait jamais fait aux grandes entreprises de ce pays. Celles et ceux qui donnent des leçons, lancent des appels au gouvernement, sont au fond responsables d'une dette de l'État qui est égale à 4-5 années d'ISF. À minima, la modestie face à ce genre de situation devrait s'imposer, parce que ceux qui devront demain faire face à cette ardoise laissée par une impéritie juridique qui était connue, aucun crédit n'avait été prévu pour faire face à cette situation. Je le dis parce que l'amateurisme juridique permet vraiment de faire un cadeau aux grandes entreprises dans des conditions qui doivent interroger les Français. Christophe Castaner qui parle d'amateurisme en parlant donc de l'ancien président, en l'occurrence l'ancien gouvernement de François Hollande. C'est extraordinaire, hein. On rappelle quand même, Christophe Castaner est le porte-parole du gouvernement d'un président qui a fait partie de l'ancien gouvernement aussi. Voilà. Donc très intéressant tout cela. Dans un instant, Nadia Lazouni pour son avis tranché. Elle va revenir sur une affaire qui a fait grand bruit. Hein, ma chère Nadia, et ce fameux hashtag aussi qu'utilisent beaucoup ces dames qui d'un seul coup la parole a été libérée. On recevra aussi notre invité dans un instant. On va parler d'Aldiscount du côté de Villepinte, ce magasin menacé d'expulsion dans un instant sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus. Et la question du jour, je vous la rappelle, à laquelle vous pouvez évidemment répondre sur Twitter, sur le LGF officiel ainsi que sur la page Facebook France Maghreb 2. Selon Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron a bien franchi la barre à droite définitivement. Est-ce que vous partagez son avis? Eh bien vous continuez à répondre à cette question sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus, c'est le grand forum, c'est là que ça se passe et non pas ailleurs. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. France Maghreb 2, un petit peu partout en France. Vous nous écoutez évidemment, on vous salue. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour vous saluer du côté de Marseille, du côté de Dijon, de Clermont-Ferrand, de Metz, de Reims, d'Orléans, d'Amiens, du Havre. Et évidemment nos amis parisiens et tous ceux et toutes celles qui nous écoutent via l'application. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à télécharger l'application France Maghreb 2 sur votre smartphone, que ce soit Android ou Apple Store évidemment. N'hésitez pas à aller la télécharger si ce n'est pas déjà fait, histoire de rester en contact quel que soit l'endroit où vous vous rendez. Par exemple à Alger, mon cher Farid, quand tu vas aller organiser un gros concert, eh bien tu pourras écouter France Maghreb 2 en même temps. Ça peut être sympa. Non, il faudra faire de la pub aussi. Bah oui, évidemment. Merci évidemment. Christophe. Alors, ma chère Nadia. Oui. C'est assez intimidant parce qu'il y a beaucoup de monde au studio et lire son avis tranché dans ces conditions. En fait, la radio, tu sais, on est écouté par pas mal de gens, en fait. Tu vois. Et on s'en rend pas forcément compte, tu vois. On est derrière un micro et
Mais là, voilà. Et tu sais que maintenant la radio va être amenée à de plus en plus à être filmée, donc voilà, ça a pu être franchement de la radio. Eh bien, on va t'écouter maintenant pour ton avis tranché. Tu vas revenir donc sur une grosse affaire qui a fait polémique sur un producteur d'Hollywood et qui apparemment avait un comportement quelque peu indélicat, et en particulier avec la gente féminine. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Nadia Lazouni, dans toute sa splendeur, qui va nous parler de cette affaire, ma chère Nadia. Jeudi 5 octobre 2017. Retenez bien cette date, amis auditeurs. Le monde découvre qu'Hollywood n'est pas seulement le centre historique des studios de cinéma, mais abrite également les plus grands prédateurs sexuels. Perso, j'avais 9 ans quand j'ai appris que dans le monde du cinéma régnait le triptyque sexe, alcool et drogue. Je m'en souviens parfaitement car le même jour, j'apprenais que le soleil se levait à l'est pour se coucher à l'ouest. Et je me souviens surtout du jour où mon père m'a lancé un regard noir, un regard foudroyant, celui qui vous regrette d'avoir partagé avec lui son plus grand rêve. Papa, j'aimerais être une actrice de cinéma. J'ai pu lire dans ses yeux le mot hachek. C'est ce que disent les Maghrébins quand on balance quelque chose d'indécent. J'ai très vite compris que le monde du cinéma n'était pas net. Comme je vous le disais, tout a commencé jeudi 5 octobre. Dans une enquête du New York Times, 2 actrices racontent avoir été victimes d'agressions ou de harcèlement sexuel de la part de Harvey Weinstein. Les langues se délient rapidement et l'affaire prend aussitôt une envergure internationale. D'autres actrices de premier plan révélaient au monde entier l'inadmissible comportement de Weinstein, attouchements répétés, agressions sexuelles et même viols. Les accusations sont très graves. Conséquence de ces accablants témoignages, la femme du producteur l'a quitté et son frère Bob a livré un témoignage sans pitié à son égard. Cette affaire a libéré la parole avec la naissance sur Twitter en France d'un hashtag Balance ton porc qui incite les femmes victimes d'agressions sexuelles à dénoncer publiquement leurs agresseurs. Outre-Atlantique, l'actrice Alyssa Milano a lancé sur le même réseau MeToo, qui demande aux victimes de dénoncer les hommes qui les ont fait souffrir. Le tremblement de terre secoue le monde bien au-delà d'Hollywood. L'Élysée envisage, comme l'a expliqué Emmanuel Macron dimanche dans son premier entretien télévisé sur TF1 et LCI, de lui retirer sa Légion d'honneur. À Deauville aussi, on efface les traces du passage du producteur. Son nom inscrit sur une liste de la promenade des Planches a été ôté lundi 16 au matin. Weinstein est de jour en jour isolé. Et pourtant, l'affaire Weinstein n'est pas sans rappeler l'affaire Polanski, réalisateur mondialement connu. Souvenez-vous, mars 77, Polanski, âgé de 43 ans, a une relation sexuelle avec une mineure de 13 ans, Samantha Gamer, en marge d'une séance de photographie. Avril 77, début du procès pour viol, suite à une plainte des parents de l'adolescente. Polanski plaide non coupable, puis finalement il change de stratégie et plaide coupable de détournement de mineurs. Un accord intervient pour éviter un procès public. Janvier 78, ayant appris qu'il risquait à la peine maximum, 50 ans, Polanski décide de fuir à Paris. Il ne remet plus les pieds aux États-Unis, mais se déplace librement dans de nombreux pays, dont la Suisse, sans être inquiété. Septembre 2009, il est finalement arrêté à Zurich, où il devait participer à un festival. Selon la justice suisse, en vertu d'un accord américano-suisse, il a été placé en détention provisoire en vue d'extradition, qui a été demandé en 2005. Le ministre de la Culture en France, à l'époque, a été l'un des premiers et des plus virulents défenseurs de Polanski lorsque celui-ci a été arrêté samedi soir à l'aéroport de Zurich. Au micro d'Europe 1, il déclarait « Si le monde de la culture ne soutenait pas Roman Polanski, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de culture dans notre pays. » Le ministre n'est pas le seul à soutenir le porc Polanski. Un grand nombre de célébrités lui apportent leur concours. Juillet 2010, la ministre suisse de la Justice annonce que Polanski ne sera pas extradé vers les États-Unis et qu'il est désormais libre de ses mouvements. Pire, février 2014, Polanski remporte le César du meilleur réalisateur. Et en janvier 2017, l'Académie des arts et techniques du cinéma demande au réalisateur de présider la 42e cérémonie des Césars. Sous la pression, Polanski renonce. Qu'est-ce qui explique que l'affaire Weinstein fasse plus de bruit que l'affaire Polanski? Est-ce qu'il aurait fallu qu'Emmanuelle Seigner, l'épouse de Polanski, largue son porc via un communiqué de presse, à l'instar de l'épouse Weinstein, pour que les réseaux sociaux s'émeuvent? Est-ce que la ministre de la Culture française Nyssen aurait dû apporter son soutien à Weinstein, comme le fit Frédéric Mitterrand au profit de Polanski? Une pensée émue à toutes ces femmes anonymes qui subissent des agressions sexuelles mais ne jouissent pas du privilège de la célébrité. Cette triste affaire Weinstein me renvoie à un article du Figaro de 2017 qui révélait qu'un viol de mineur a lieu chaque heure en France. On y apprend que les viols ont augmenté de plus de 14% en 2016, de 13 881 cas signalés et transmis à la justice en 2015. Ces infractions sont passées à 15 848 l'an passé.
Plus inquiétant encore, les victimes âgées de moins de 18 ans sont majoritaires dans ce triste bilan, 8184. Des chiffres loin d'être fidèles à la réalité. En effet, une seule victime sur 10 porterait plainte et une seule plainte sur 10 aboutira à une condamnation selon l'Observatoire national de la délinquance et des répressions pénales. J'ai parlé de la France comme j'aurais pu parler de l'Inde. Depuis le viol collectif d'une Indienne dans un bus à New Delhi fin 2012, l'Inde fait régulièrement les gros titres des médias internationaux à chaque nouvelle agression sexuelle sordide. Côté les réseaux sociaux, peu d'émoi, pas de hashtag « je suis indienne ». Pourtant, le harcèlement sexuel est un fait de société en Inde. Janvier 2017, le groupe aérien Air India a annoncé prévoir réserver un rang de 10 sièges aux femmes seules dans ses appareils. Une décision censée empêcher les agressions et le harcèlement sexuel à bord, à l'instar des trains, métros, bus qui circulent dans le pays. C'est toujours marrant de voir l'impact d'une injonction sous forme de hashtag. Bref, si l'on devait tout balancer son porc, le monde serait transformé en une vaste porcherie. Alors si l'on commençait par porter plainte. Merci Nadia Lazouni. Mais je t'en prie Christophe. Effectivement. Tiens Farid, question qui me vient à l'esprit là, toi qui côtoie un petit peu le grand monde. T'as eu à constater peut-être des comportements préjudiciables, des comportements un petit peu indélicats, voilà. Moi, je suis pas un partisan de la délation, donc je ne fais non, je te demande pas de nom, hein, je te rassure. Non, mais je sais très bien. Mais oui, que ce soit dans mon milieu, mais également dans un très grand nombre d'autres milieux. Dès que vous avez soit un peu de pouvoir, soit un peu d'argent, soit un peu de visibilité, de manière quasi automatique, la nature humaine fait que un certain nombre de comportements déviants peuvent être parfois présents. Donc moi j'ai eu effectivement à le constater. C'est valable dans le monde de l'entertainment et du showbiz, comme c'est valable dans le monde de la politique, comme c'est valable dans le monde de la finance. Il y a un film très célèbre là, qui a été rediffusé dernièrement, je crois que c'était sur M6 ou W9, je sais plus, Le Loup de Wall Street. Voilà, quand on voit le comportement de ces gens qui brassent des millions, c'est valable donc aussi dans ces milieux-là. Donc je pense que c'est vraiment, il faut pas. Je trouve que les projecteurs sont un peu trop braqués sur le monde du cinéma. C'est pour ça que j'ai trouvé les remarques de Catherine Deneuve relativement justes, qui appelaient à pas forcément tomber dans une forme d'amalgame, une dénonciation collective, et c'est pour ça que j'adhère et que j'applaudis à la chronique de Nadia, qui à la fois est assez virulente et dénonce ces pratiques-là, mais en même temps se pose des questions sur ces appels comme ça soudains à une émotion collective. Faut avoir un peu de prudence. C'est vrai, elles ont toutes parlé, pourquoi elles l'ont pas fait avant, quoi, je veux dire. Bon, eh bien nous allons passer à tout à fait autre chose, c'est ce qui fait un peu le principe de cette émission. Le LGF sur France Maghreb 2, soyez les bienvenus, 17h04, et on accueille avec nous Nabil Maxen. Bonjour Nabil. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Oui, le micro. Voilà, le micro, ouais, c'est quand même mieux. Bonjour Nabil, bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour, merci de me recevoir. Alors vous êtes là en votre qualité de responsable du magasin Al Discount Supérette qui est basé à Villepinte dans le 93, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a aussi des auditeurs qui écoutent à Dijon, Clermont-Ferrand, qui connaissent peut-être pas Villepinte. Alors votre histoire est un petit peu particulière, vous avez repris ce magasin il y a de cela un an, je crois que c'est en juin 2016. Vous avez racheté les parts de la société de l'ancien locataire qui avait ce magasin, et le propriétaire de ce magasin, donc c'est HSBC. Et Nabil, l'histoire a commencé très vite à prendre une tournure un petit peu particulière. Expliquez-nous un petit peu. En fait, comme vous venez de le dire, en fait en juin 2016, en fait, j'ai racheté les parts sociales de ce monsieur, et qui allait très très mal. C'était une période un peu compliquée pour lui, et qui voulait en fait se trouver un repreneur rapide parce qu'il était dans la dégringolade. Et puis moi c'était à la base un ami qui ne l'est plus aujourd'hui, hein, vous en doutez bien.
qui m'a demandé de lui rendre service. Après, voilà, on rend service aux amis, voilà où on se retrouve. Et de là, nous, on a essayé de remonter un petit peu l'affaire, puisque on était déjà du métier, ça fait pas mal d'années. Petit à petit, on a essayé de remonter, de réembaucher. Vous avez plusieurs magasins à la ville ? On en a un deuxième, oui, dans le 77 à Lagny-sur-Marne. D'accord, ça c'est un peu plus ancien celui-là. Voilà, il a un peu plus, il est un peu plus ancien. Et voilà, à partir de là, bon, on a un petit peu du métier, on a commencé à retravailler un petit peu, changer la politique du magasin, essayer de développer. On a fait des travaux d'embellissement. Juste, on va préciser, votre magasin, c'est quoi? C'est une supérette C'est une supérette discount. En fait, nous, on a un peu le principe de déstockage alimentaire, avec du volume. En fait, on est vraiment, je dirais, on travaille beaucoup sur le volume. On essaye de toucher un peu les grandes familles, avec peu de moyens et voilà, avec des produits à date courte, à date un peu plus longue, des fruits et légumes, un peu de la viande, un peu tout, de la boucherie, voilà, et avec des prix très très abordables pour des familles. C'est pour ça que on est installé un peu dans des coins qui sont pas vraiment des zones sur les quartiers populaires, voilà, et qui sont un peu, je dirais, entre guillemets, fuis par les grands groupes, par les gens qui veulent plus du bling bling. En face de vous, vous avez Auchan quand même. Voilà, on a Auchan en face de nous, mais nous, on est vraiment dans une zone commerciale. On va dire, nous, c'était à la base, c'était des entrepôts qui ont été transformés en locaux commerciaux. D'accord. À la base, c'était des entrepôts de stockage. Et voilà. C'est pour ça qu'on arrive. Donc vous avez racheté les parts de votre ex-ami, on va dire. Et à partir de quand ça a commencé à se compliquer? À partir du moment où lui, nous, il avait des petits soucis avant. Il nous a pas prévenu en fait qu'il avait des problèmes avec son bailleur, le bailleur principal qui est HSBC. D'accord. Voilà, la banque HSBC. Je précise d'ailleurs tout de suite que j'ai contacté et qui m'ont répondu d'ailleurs de manière assez indélicate. J'ai pas l'enregistrement malheureusement parce que depuis j'arrive pas à les revoir, mais quand j'ai demandé, en fait, j'ai appelé le contact, le responsable qui s'occupe du réseau immobilier d'HSBC. C'est Élisée Pierre. Voilà. Il m'a gentiment dit qu'il n'avait pas de commentaires à faire et qu'il me souhaitait une bonne journée. Sur ce, il a raccroché. Donc voilà. Oui, moi aussi. Je précise, voilà, mais ils sont vraiment dans cette hypothèse où ils veulent parler avec personne. Leur avocat, c'est pareil, puisque notre avocat l'a essayé de le contacter plusieurs fois. Pas de son, pas d'image. Alors, on va essayer juste de remettre les choses dans leur contexte pour que les gens comprennent bien, parce que faut essayer de faire simple en même temps dans une histoire qui est un peu compliquée. Très compliquée. C'est là toute la difficulté pour essayer de sensibiliser, j'allais dire, le grand public. Donc, les choses ont commencé à se compliquer à partir du moment où du moment où nous, en fait, on n'était pas au courant que ce monsieur allait déposer le bilan de la société qui était propriétaire du bail. Chose faite en janvier 2017. En janvier 2017. Et moi qui l'avais rencontré juste avant, il ne m'avait pas prévenu puisque on s'était rencontré une dizaine de jours avant. Et il m'a dit, je vais bientôt déposer la boîte. Je lui dis, bon, ok, tu me préviens pour que nous, on prenne nos dispositions. Et puis le 20 janvier ou le 21 janvier, on reçoit un courrier de l'huissier, du mandataire plutôt, qui récupère la société, qui nous dit, voilà, la société elle est liquidée. À partir de là, tout commence à se dégringoler puisque nous, on prévient la société Élisée Pierre qui est une filiale d'HSBC. On les prévient, ils étaient même pas au courant. Et à partir de là, le dialogue se fige complètement. Ils veulent plus nous parler. Déjà, on leur donne l'information, ils étaient pas au courant. Et puis, poliment, ils nous parlent plus. À partir de là, c'est là que tout a commencé. Leur avocat a commencé à rentrer en contact avec le mandataire. Et puis, boum, ils ont commencé à sortir l'artillerie lourde, on va dire, pour essayer de nous évincer de là, quoi, on va dire. Alors, on va juste préciser pour les auditeurs que pour l'heure, ils sont, si on parle juridiquement parlant, ils sont dans leurs droits. Oui. Voilà, ça on le précise, comme ça c'est très important. C'est sûr. Parce qu'ils sont effectivement propriétaires du local et qu'ils avaient loué ce local à l'ancienne société. Cette société n'existe plus. Voilà. Et nous on est en sous-location de cette société. Et donc la sous-location n'étant pas reconnue, voilà. Non, en fait la société, on va dire, elle existe toujours, mais elle est en liquidation. D'accord. Voilà. C'est-à-dire elle existe toujours puisque demain, le mandataire qui détient aujourd'hui la société nous poursuit
pour arrêter le bail. Et comme nous on est en procès avec Élisée Pierre, c'est-à-dire que demain on passe au tribunal pour ne pas que le bail ne soit pas résilié. D'accord. Est-ce que vous étiez, j'ai une petite question, pardon, vous étiez autorisé à sous-louer les locaux? Bien sûr, on était autorisé à on avait un bail en fait de sous-location qui était accepté par le bailleur, puisque c'était c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire que signifié dans le bail. Okay. C'était signifié comme quoi c'était une sous-location et donc le propriétaire était d'accord, puisque à la base l'ancien propriétaire, qu'est-ce qu'il a? Il avait une société qui était basée dans le Nord, c'était un autre magasin. Et il lui fallait, pour pouvoir louer ce local, il lui fallait une société qui tienne la route, on va dire, avec des bilans positifs. Et lui, il avait cette société qui tenait la route. À partir de là, il a créé une nouvelle société que Élisée Pierre ne voulait pas, en fait, louer à une société en création. C'est-à-dire qu'ils l'ont autorisé à sous-louer à une société, puisque c'était sa société qui avait des bilans positifs. À partir de là, elle pouvait louer à une société qui était en création. Voilà. Et nous, on a racheté la société qui venait de créer. Mais on devait changer le bail. Mais comme il avait fait des malfaçons dans l'entrepôt, fallait que nous, on refasse les travaux. Et comme on avait demandé l'ERP, qui est établissement recevant du public en catégorie 5, c'est-à-dire que ça a un certain temps pour pouvoir qu'on puisse avoir les autorisations, en fait. Oui, Farid, t'as une question? Non, j'allais poser la question. Est-ce que ça a été signifié à la banque, à HSBC, que vous avez... oui, Donc, bien sûr. Ils avaient les informations officielles. Parce qu'après, à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que nous, dès le moment où on a pris, notre comptable, elle s'est tout de suite mis en relation avec eux et on a pris et ça se passait bien, hein, puisqu'on leur a dit voilà, nous on reprend, vous inquiétez pas, on refait les travaux, on va commencer à embellir. Et puis ils sont même venus et ils étaient contents puisqu'ils sont venus chez nous, ils ont vu, oui, ça se passait bien, il y avait du monde, qui n'était pas le cas avant. Et en fait, on a redynamisé un peu le magasin. Ça plaisait parce que on commençait à renouer, on payait ses dettes. Puisqu'il nous a laissé énormément de dettes, on payait les dettes, tout se passait dans le meilleur des mondes. Et après, quand il a coulé sa boîte, à partir de là, HSBC a changé complètement de comportement. Et nous, on leur a promis qu'on allait faire des travaux avec un certain délai, puisque faut qu'on continue quand même à travailler. Vous voyez, c'est-à-dire que à partir de là, on devait déplacer les chambres froides. Mais nous, tant qu'on n'avait pas l'autorisation de la mairie pour pouvoir rentrer les chambres froides dans le magasin, on pouvait pas faire les travaux, puisque on était en fait entre les deux feux, entre la mairie qui nous donnait pas l'autorisation puisqu'elle attendait au niveau de la préfecture, et HSBC qui nous mettait la pression pour faire les travaux. On disait c'est où on rentre en conflit avec la mairie ou on rentre en conflit avec HSBC. À partir de là, nous on pouvait pas changer le bail puisque fallait qu'on attende de régulariser avec Élisée Pierre. À partir de là, on pouvait changer le bail, mais pour l'instant, en fait, le problème est arrivé à ce moment-là. Donc il y a eu une audience? Oui. Il y a une audience au mois de juin, fin juin. Elle est très importante parce que donc ce fameux propriétaire donc ne veut plus entendre parler de cette société. Et pourtant, à l'issue de cette audience, elle a fini par accepter un chèque. Vous avez fait un chèque de 61 000 euros. 60. Oui, enfin à peu près. Hein. Oui, voilà. Ouais, qui correspond quoi à des en fait un arriéré de loyer en fait, puisque nous on leur avait dit, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ on était un petit peu confiants, on s'est dit l'autre il a coulé sa boîte, de toute manière il tenait pas la route. Nous aujourd'hui on tient la route, les bilans vont mieux, le chiffre va mieux, on a augmenté le chiffre, ça se passait bien, l'ambiance, puis même les commerçants autour ils étaient contents puisque ça avait changé un peu l'ambiance, puisqu'on a un restaurant chinois à côté, on a une salle de sport, et puis tout le monde il trouve un peu son compte, puisque quand ça dynamise un peu le quartier. Forcément, tout le monde en subit tout le monde en subit un petit peu le retour de manivelle. On avait un gars qui fait le contrôle technique à côté, un gars des pneus. Ça se passe super bien. C'est nos clients en même temps. On a 2 restaurants chinois qui nous disent c'est super puisque ça dynamise. Et de là, après, on comprend. Donc le chèque, ils l'acceptent. Ils l'ont encaissé. Ouais, ils l'ont encaissé. Alors Nadia Farid, je sais pas si vous saisissez, HSBC accepte un chèque d'une société dont il ne veut plus traiter. Entendre parler de nous. Voilà, entendre parler. Donc c'est bizarre quand même déjà. Très étonné. C'est très étonnant. Donc ensuite, évidemment, les rapports se sont plus que tendus. Et vous avez reçu un avis d'expulsion, c'est ça? Oui. Le 13 octobre dernier. C'est ça. Vous deviez quitter les lieux. Jusqu'alors, vous avez quelques soutiens politiques, on va dire, notamment la maire de Villepinte.
ainsi que le maire député François Asensi. Oui. Est-ce que à ce jour Clémentine Autain, très bien. Fabrice Scani. Ouais. Voilà, et puis Patrick Toulmé aussi qui est président de la Chambre des métiers. D'accord. De Bobigny, qui m'a reçu, un monsieur très très sympa, qui a essayé de me donner quelques conseils, puisque bon, il connaît bien, puisqu'il est président de la Chambre des métiers et de l'apprentissage en fait. Et voilà, il m'a reçu, il m'a donné des conseils, il m'a demandé, m'a guidé vers certains avocats qu'il connaissait pour avoir certains conseils. Et voilà, on a un soutien, mais aujourd'hui que HSBC, avec qui il ne veut pas parler, puisque tout le monde a écrit à HSBC. Et personne ne veut une piste d'explication ou pas non, okay. Aujourd'hui non. Après il y a plein il y a plein d'explications. Voilà, il y a plein de gens qui se mettent des explications. Nous aujourd'hui, on essaie de rentrer en contact avec eux pour leur demander qu'est-ce qu'on peut faire, puisque nous on est prêt à tout en fait. Puisque aujourd'hui, il s'agit il y a à peu près une quinzaine de salariés, et on va dire une quinzaine de familles qui est dans un coin qui est pas extraordinaire, on va dire au niveau commerce, puisque ça reste des coins où on a Roissy qui est pas très loin, mais on va dire il manque un peu de commerce de proximité pour, on va dire, les gens qui sont sans véhicule. Voilà, puisque nous aujourd'hui on embauche des seniors, on a des femmes qui sont divorcées, on a des gens qui ont des crédits. Voilà, sur 17, vous imaginez bien que il y a un peu de tout, hein. Et puis voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on se demande pourquoi, puisque nous on était prêts à ce qu'ils nous augmentent le loyer, puisque ce qu'on leur a dit, on leur a dit si c'est un problème de loyer, il y a pas de problème, vous nous augmentez un peu le loyer. Si c'est de l'avance, puisque eux ce qu'ils disent, entre guillemets, ce qu'on a sous-entendu, c'est qu'on n'était peut-être pas solvable, puisque notre société qu'on a rachetée, elle allait pas bien. On leur a dit ok, qu'est-ce que vous voulez? On vous donne 1 an de loyer d'avance. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Puisque normalement, on va dire, un bailleur normalement constitué, il voudrait avoir des garanties. Ouais. Aujourd'hui, on comprend pas, puisque les garanties, elles sont fournies. Après, même, j'ai été jusque en discuter avec la mairie, avec les politiques du coin, en leur disant, s'ils ont un projet immobilier, entre guillemets, peut-être on sait pas, dans 2-3 ans, ils veulent déposer un... On leur a dit, ok, il n'y a pas de problème. On veut bien se mettre à table et vous nous dites, nous on a un projet immobilier dans 2-3 ans. Voilà. Vous n'aimeriez pas reprendre votre business finalement et Bah oui, après non, peut-être eux reprendre notre business. Non, ça les intéresse pas vraiment ça. Mais Nabil, qu'on comprenne bien, le préfet aujourd'hui, est-ce qu'il a signé cet avis d'expulsion? On sait pas. On sait pas, c'est pour ça qu'on demande un peu à tout le monde d'aller sur notre page Facebook, de signer la pétition et en même temps envoyer un mail à la préfecture en leur disant qu'on a besoin de ce commerce de proximité, puisque aujourd'hui on enregistre à peu près, peut-être entre 12 et 13 000 cartes de fidélité, puisqu'on est un discounter et en même temps on fait des cartes de fidélité pour essayer de générer de l'argent pour les gens, puisque il y a pas mal de gens qui viennent et puis qui, on va dire, avec les petites courses qu'ils font, ils économisent un petit peu et puis voilà, ça leur fait plaisir. Votre et société on a à peu va près bien 15 000, aujourd'hui. oui, très bien. Et puis on a à peu près 15 ou 16 000 signatures dans la pétition, oui, sur papier, hein. Sur papier. Et sur internet, on est à, je sais plus, on a une des vidéos qui a été vue 160 000 fois, ouais, voilà. En 2-3 jours, 160 000 fois. C'est-à-dire qu'on est suivi, on est aimé, puis les quartiers sont contents, puisque voilà. Après, Auchan, il y a Auchan en face, ça se passe très bien. Je vais pas vous dire qu'on n'a pas la même clientèle, mais puisque tout le monde est pareil, mais on n'est pas sur le même business. On est sur du pas cher, on est sur des dates courtes, on est sur du halal. Voilà, eux, c'est pas du tout pareil. Et puis Nabil, histoire qu'on comprenne bien, et histoire de bien faire comprendre aux auditeurs aujourd'hui. Donc, vous avez cet avis d'expulsion qui peut arriver à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, on sait pas quand. Là, c'est l'huissier en fait qui a envoyé un courrier. C'était vendredi 13 au soir, puisqu'on l'a appelé au téléphone, puisqu'il devait venir nous expulser ce jour-là. On attendait qu'il vienne. En fait, il est pas venu. Nous, on a appelé à son cabinet, qui sont super sympas. On a eu son assistante qui est super sympa, super abordable et qui nous explique les choses, puisque c'est elle qui nous a dit que HSBC, Élysée Pierre, était vraiment acharné, puisque il leur demandait le jour même de venir avec les forces de l'ordre. On se demande pourquoi, hein, les forces de l'ordre. Ils peuvent pas le faire tant que le préfet n'a pas signé. Hein, voilà. On veut. Oui, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, Christophe, c'est qu'ils sont partis voir l'huissier le plus ancien du coin, celui son père était huissier, lui est huissier, c'est Maître Boaziz.
qui est vraiment un ancien, avec qui vraiment ils savent que c'est un huissier qui est costaud, qui est suivi par la préfecture. En fait, ils ont été voir lui puisque au départ, quand ils venaient nous voir pour des clopinettes, par exemple, on déchargeait un camion derrière, ils nous envoyaient un huissier. Ouais, vous mettez des palettes derrière, mais attends, on travaille, non? Alors, on va revenir dans un instant avec Nabil Makzen, donc pour parler de cette affaire. Donc, depuis le 13 octobre, en fait, c'est à n'importe quel moment que ça peut arriver. Sauf qu'il faudrait arriver à savoir si le préfet a, oui ou non, signé cet avis d'expulsion et faire, j'allais dire, de ce soutien politique peut-être un élan pour que cela puisse servir et qu'il puisse justement ce soutien politique faire pression auprès du préfet. Ils ont les moyens. Vous, ce que vous demandez, c'est un sursis. Et il y a une prochaine audience. En attendant la prochaine audience qui est prévue l'année prochaine. On y revient dans un instant pour la suite de cette affaire avec Nabil Makzen qui est notre invité sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Nadia Lazouni et également Nabil Makzen qui est donc avec nous de Al Discount, ce magasin qui, vous l'avez compris, est une supérette halal du côté de Villepinte. On va essayer d'être le plus concis, précis possible, Nabil. Il y a eu une audience donc qui vous a demandé de quitter les lieux, c'est ça Ouais, c'est ça. Et un jugement exécutoire. Oui. C'est très important, ça veut dire que le jugement doit être exécuté et vous avez saisi le président pour faire appel et non pas faire suspendre cette décision, mais pas faire annuler, pardon, mais la faire suspendre. Juste parce qu'en fait, on veut utiliser nos droits de faire appel. D'accord, de faire appel à ce premier jugement. Voilà, à la décision. Quelles sont les dates importantes qu'il faut peut-être retenir? Voilà, en fait, là, on a le 6 décembre. C'est pour ça que c'est hyper important de retenir cette date, puisque l'huissier peut venir à n'importe quel moment, peut venir demain, après-demain. Qu'est-ce qui se passe, Nabil? Je suppose que vous y pensez tous les jours. On ne vit plus, quoi. C'est très compliqué. Ouais. Si demain l'huissier vient, ça peut arriver à n'importe quel moment. C'est 17 personnes qui se retrouvent au chômage. Ouais. Et un stock parce qu'on peut aussi parler des fournisseurs qui vous suivent. Il y en a qui vivent aussi grâce à vous. Ouais. En fait, on est aujourd'hui, franchement, je suis très ému. Courage, Nabil. C'est vrai que c'est difficile, c'est un combat de tous les jours, c'est une pression importante, bien sûr. Mais il faut tenir, Nabil, il faut tenir évidemment, et c'est important. Moi, si je peux me permettre, ce que je ressens dans l'émotion de Nabil, c'est aussi le fait que il se soit responsable de tous les gens qu'il a derrière, en fait. C'est ça qui me. Et je sens ça en fait. La dernière fois quand on a fait le dernier barbecue, c'est ça qui me. Quand je pense à ces gens-là, j'ai 3 ou 4 personnes qui sont venues, les larmes aux yeux, me disant qu'est-ce qu'on va devenir. Des vieux qui me disent nous on vient tous les jours ici, on achète notre pain, on vient, on est chez nous. Des vieilles qui viennent, qui s'assoient dans le magasin sur des bouts de palettes et qui discutent entre elles. Elles se sont pas vues dans le quartier, elles se voient là. Une vieille qui attrape un petit dans le magasin qui lui dit tu m'emmènes 2 packs d'eau chez moi. Mais moi, voilà. C'est la vie de quartier. Voilà, parce que je vous dirais, c'est un magasin de proximité. On sait faire du business. C'est pas pour nous lancer des fleurs, mais on est une équipe. On sait faire du business. Demain, j'ouvre un magasin n'importe où. J'ai mon métier, je sais travailler. On est à Rungis tous les jours, on bosse, on est acharné. On a une équipe de malades qui bosse tous les jours. On est ouvert 7 sur 7, de 9h à 20h, partout. On sait, on a les tuyaux, on a la manière. C'est-à-dire que demain, on s'installe n'importe où, on sait qu'on va travailler. Mais aujourd'hui, il y a des salariés qui viennent à pied, qui sont là, qui attendent de payer leur loyer. C'est ta clientèle, mais c'est aussi tes salariés dont tu es responsable. En fait, il y a tout le monde. C'est pour ça que quand on vient, et moi je suis à la caisse le soir, souvent à la caisse le soir, et je ressens l'émotion des gens. C'est ça qui me touche, parce que je vous dirais, allez, je perds de l'argent, je perds tout ça, mais le mal de tête est bien plus grand. C'est-à-dire, à un moment, on en parle beaucoup, on dit, allez, on lâche l'affaire. Et les gens, je me mets à la caisse, s'il vous plaît, faites en sorte de rester. Mais quand tu vois ça, tu te dis dans ta tête, voilà pourquoi je vais me battre. C'est ça. Et les gens, ils viennent. Après, comme t'as dit, c'est un magasin halal. Quand des dames, elles viennent, elles ont un certain âge. Mais elles viennent, elles parlent pas le français, des fois.
Elles savent que ici tu viens, tu peux parler une autre langue. On accepte, on est là, on aide. Après, on est vraiment très proche des gens. Après, c'est une supérette, mais c'est vraiment, je te dirais, c'est hyper accessible. Alors Nabil, le 6 décembre, il faut que ça tienne jusqu'au 6 décembre. Ouais. Déjà. Que ça tienne jusqu'au 6 décembre et à partir de là, à mon avis, ça va nous redonner un souffle déjà pour pouvoir discuter, puisque nous, on aimerait bien avoir une vraie explication avec HSBC. Les salariés, tous les jours, qui me voient arriver dans le magasin, ils me regardent avec des yeux en me disant, qu'est-ce que tu vas nous ramener comme nouvelle? Tu vois, c'est-à-dire qu'ils comptent sur moi en train de se dire, je m'accroche à cette branche, et ils rêvent d'un truc, c'est que je leur donne un truc positif. Ouais. Nabil, pas mal de gens qui j'ai transmis le dossier, voilà un petit peu ce qu'il advient plutôt d'une petite synthèse, c'est il faut que tu utilises vraiment ce soutien politique à bon escient, et quitte à aller dans le bureau de Madame la maire de Villepinte pour qu'elle appelle devant toi le préfet, pour qu'il ne signe pas cet avis d'expulsion pour l'heure. C'est ce qui te paraîtrait pour l'instant le plus raisonnable. On va rappeler aussi que vous avez décidé d'organiser un sitting devant les locaux donc la semaine prochaine du propriétaire donc qui ne veut plus entendre parler de vous, hein, donc qui menace, qui veulent vous expulser et qui vous envoie des huissiers régulièrement. Ça sera jeudi prochain, donc pour tous ceux qui sont dans le quartier, peut-être l'occasion est donnée de venir soutenir en tout cas Nabil et toute son équipe et tous ses salariés aussi. Donc c'est à Villepinte, au magasin Aldiscount, vous pouvez pas le louper, en sortant de la A104. En face d'Auchan. En face d'Auchan, donc c'est à 10h le rendez-vous. Et vous pouvez y aller sur place, hein. C'est à la Défense. À la Défense, oui. C'est à la Défense. Après, il y a on va communiquer un numéro de téléphone pour pouvoir en fait donner. Page Facebook, c'est quoi? C'est Aldiscount. Aldiscount, voilà. Et aujourd'hui, franchement, il faut que cette histoire fasse jurisprudence, parce que dans notre pays aujourd'hui, il n'y a pas de loi pour un sous-locataire. C'est-à-dire que des histoires comme nous, il y a dû y en avoir des centaines, des milliers peut-être. Dans toute cette affaire, Nabil, est-ce qu'il n'y a pas une chose que vous regrettez plus que d'autres? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur que vous avez faite qui aujourd'hui En fait, on peut pas regretter, je te dirais, une qualité. Tu vois, c'est d'avoir fait confiance à un ami. C'est une qualité, puisque on y va avec du cœur pour faire confiance à un ami. Et après, se retrouver là-dedans, c'est-à-dire combien de fois on a dit, j'en parle souvent avec des gens et je leur dis voilà, je referai plus confiance, mais c'est une qualité. On peut pas essayer d'enlever une qualité à quelqu'un. Ouais. C'est voilà, c'est pas possible. C'est à l'intérieur. On fait confiance aux gens, on essaye d'aider. Le gars, je te jure, il est venu me voir, mais dans un état où qui allait pas quoi. Qu'allait pas. Alors t'es là, tu te dis bon ok, c'est un business, il savait que j'avais un autre magasin, bon allez, on s'entraide, il y avait des facilités de paiement, bien sûr on s'était mis d'accord puisque nous on n'avait pas l'argent, alors on a fait des facilités de paiement, on a repris ses dettes, bref petit à petit on a essayé de se débarbouiller de là-dedans quoi. Et aujourd'hui que ça marche très bien, on a doublé le chiffre d'affaires, on a augmenté les salariés, créé de l'emploi surtout. On a créé, oui mais bien sûr, plus voilà, au-delà de créer de l'emploi. Impôts, voilà quoi, la ville est contente. On a eu un courrier de Madame Valton, le maire de Villepinte, qui explique comme quoi le quartier a besoin de ce commerce. En sachant que Nabil, on est d'accord que dans toute cette affaire, c'est pas du tout lié à éventuellement le fait qu'il y a la connotation halal, musulman. On rentre pas là-dedans. Non mais moi j'aimerais savoir si vous avez éventuellement senti qu'il y avait éventuellement ça dans l'air. Franchement, moi, ils m'ont jamais vu. Et je te dirais, non mais quand on voit un truc marqué halal, on comprend que c'est halal. Oui, mais après, oui non mais. Est-ce qu'à un moment donné, dans toute la procédure que vous avez vécue, il peut y avoir un soupçon dans ce sens-là? Comme c'est vous avez des indices. En fait, on sait pas. Et puis comme personne ne l'a dit clairement. Après, moi, je rentre pas là-dedans. Ouais. En tout cas, au niveau des autorités, personne ne vous a. Non, personne. Communautarisme ou quoi que ce soit. Non. Ouais. Après, oui, il y a des gens qui viennent me dire oui, vous avez chez vous des femmes voilées. C'est très simple. Je dis oui, mais moi, monsieur, c'est très simple. Moi, je fais du business aujourd'hui. Et une femme voilée qui trouve pas de travail, d'accord? Il y a des femmes qui trouvent pas de travail, d'accord? Moi aujourd'hui, je fais du business. Je veux les meilleurs chez moi.
Quand une femme voilée, elle vient chez moi, elle sait que son boulot, elle y tient. Moi, je fais du business. Je veux les meilleurs. Pour que mon business tourne, je veux les meilleurs. Les femmes voilées aujourd'hui, c'est malheureux à dire, elles comptent pas leurs heures. Elles sont là, elles sont souriantes. Elles se donnent à fond parce que ce boulot, elles veulent le garder. Elles sont pas là en se disant, je quitte ici. Non mais, je quitte ici, demain, je vais chez H&M, je vais chez Primark, là-bas, c'est des usines, je vais retrouver du boulot. Non. Chez nous, elles viennent, elles savent qu'elles viennent comme elles ont envie de venir. En tout cas, donc au niveau des politiques, personne ne vous a fait sentir quoi que ce soit de négatif. Comme ça a déjà été le cas. Mais les politiques nous soutiennent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils soutiennent du halal. Chose. Mais pour eux, aujourd'hui, depuis que nous on est là, on a augmenté notre clientèle qui est entre guillemets non halal. D'accord, c'est-à-dire qu'ils consomment pas spécialement du halal, plutôt. Convertissez les gens au halal. Oui. Voilà. On a augmenté notre clientèle de 30% de non musulmans qui viennent aujourd'hui, qui sont très contents, des gens qui ont des faibles revenus ou qui viennent pour la qualité des produits. Souvent, ça, voilà. Aujourd'hui, quand ils viennent de la bonne merguez, ils viennent chez nous. Des bonnes brochettes, ils viennent chez nous, puisqu'ils savent qu'on a la façon. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à partir de là, nous, on rentre pas dans ce truc. Ouais, c'est halal, c'est pas halal. Non. On va rappeler donc, on va rappeler évidemment parce que c'est important donc que vous êtes en quelque sorte en sursis au quotidien. Ouais. C'est un peu dur à vivre évidemment pour vous, mais aussi pour tous les salariés de ce magasin. Et il faut que ça tienne au moins jusqu'au 6 décembre. L'audience c'est quoi? C'est 6 décembre le premier président. Pour qu'il nous donne du délai pour pouvoir arriver le 10 janvier. Et là vous pourrez peut-être, et c'est tout ce qu'on vous souhaite évidemment, respirer. De droit pendant un an de reconstruire. Mais aujourd'hui, vous êtes prêt à discuter donc avec le propriétaire plus que jamais, puisque vous recherchez à dialoguer avec lui, essayer de trouver un terrain d'entente. Et si par exemple le propriétaire a un projet bien particulier sur ce local, est-ce que vous êtes prêt, moyennant évidemment un certain délai, à quitter les lieux? Bien sûr. Après, qu'il nous donne juste le projet. Puis moi, par le biais de notre avocat, je lui dis si vous avez le quelconque projet, nous on signe. On signe avec vous, donnez-nous du délai, on signe avec vous des documents en vous disant que nous ne demanderons pas d'indemnité, puisque c'est peut-être que ça qu'ils ont peur, en se disant dans 2 ans, dans 3 ans, je vais vouloir tout détruire, lui il va venir, il va me faire un chiffre d'affaires de fou, et je vais être obligé de lui donner 1 million. Une prime d'éviction ou pas? Non, rien. Y a rien. Ah non, y a rien. On a fait pour à peu près 150 000 euros de travaux sur toute l'année dernière. On a fait des travaux, on a embelli, on a amélioré. Et après voilà, parce qu'il s'accroche là-dessus quoi. Il s'accroche. Nabil, en tout cas, on vous souhaite bon courage. On rappelle la page Facebook, c'est Al Discount, donc il faut suivre si vous souhaitez évidemment soutenir. Alors Al Discount, c'est HAL_DISC. O-U-N-T, pardon. L'apostrophe, il est important, hein. Ouais, l'apostrophe, il est très important. Merci à tout le monde et merci beaucoup aux gens qui nous suivent, voilà. Bon, Nabil, bon courage et vous saluerez tous les salariés de votre magasin. C'est gentil de nous avoir donné la parole, Christophe, c'est tous derrière vous. C'est vraiment en espérant que ce sursis vous soit accordé le plus vite possible et que on espère. Voilà, que vous puissiez en tout cas continuer à faire ce que vous savez faire. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Nabil, à bientôt. Bon retour à vous. Merci. Voilà, eh bien écoutez, on va suivre ça de très près en tout cas, ce dossier, parce que quand on ouvre un dossier sur France Maghreb 2, vous le savez, on aime aller jusqu'au bout. Donc on espère ne pas avoir de mauvaises nouvelles à vous donner dans les jours prochains, et plutôt de bonnes nouvelles pour le 6 décembre et au-delà. Donc pour que cette société puisse continuer d'exister, que ses salariés puissent continuer de travailler et que ses clients puissent continuer de bénéficier de super prix que vous offre ce magasin, et d'aller faire leurs courses, d'aller dialoguer, échanger, parce qu'au-delà d'un magasin, c'est aussi un lieu de vie. Voilà, très important que Nabil et toute son équipe, parce qu'il y a toute une équipe derrière, essaye de préserver aujourd'hui. Vous l'avez compris et entendu, c'est très compliqué. Bon, compliqué aussi de changer de sujet, mais il va falloir pourtant pour parler d'un sujet qui n'a absolument rien à voir, sans transition aucune. 01 40 33 9000 si vous souhaitez évidemment nous appeler. On va parler de cette proposition de d'une dame qui est responsable des sages-femmes en Algérie, Farid Nadia, amis auditeurs et auditrices, qui propose en effet d'ouvrir le métier de sage-femme aux hommes, métier qui est ouvert aux hommes dans notre pays, en France, en Algérie. Sauf que
on voit que les réactions sont quand même assez particulières, et on voit qu'une société algérienne qui n'est pas forcément prête justement à ce que les hommes puissent devenir sages-femmes. Qu'en pensez-vous? D'abord, quel est votre regard, ma chère Nadia, en tant que femme, par exemple? Alors moi, je me demande comment des hommes sont tentés par ce type de métier, en fait, surtout. Même pareil pour des gynécos. Qu'est-ce qui pousse ces hommes-là vers ce type de profession? Voilà, et je dis pas ça en tant que musulmane, je dis ça en tant que femme. Je pense que quand il s'agit de parler de son intimité ou d'ouvrir son intimité, en tout cas à un professionnel, c'est beaucoup plus simple de le faire quand on est en face d'une femme. Et ça, faut l'entendre sans être accusé tout de suite d'être une orthodoxe ou d'être trop réactionnaire ou quoi que ce soit. Donc c'est un avis de femme que je partage là. Donc je peux comprendre que ça puisse susciter en tout cas voilà, des questions et un débat. Ouais. Ouais. Farid, est-ce que toi qui connais bien la société algérienne, est-ce que tu comprends justement que les Algériens en général sont pas vraiment emballés par cette idée de cette proposition d'ouvrir donc ce métier aux hommes? Oui, je suis pas très étonné, mais le même débat aurait lieu ailleurs au Maroc, en Tunisie ou ailleurs dans le monde arabe, on aurait le même débat. Je pense que c'est un débat qui est commun à l'ensemble de ces pays-là. On a effectivement une forme de pudeur par rapport à ces sujets-là, et c'est vrai qu'on ne regarde pas ces problématiques-là de la même manière qu'on les regarde ici. Et c'est pour ça qu'au sein de notre communauté ici en France, on a aussi d'une certaine manière adopter ce réflexe intellectuel et par rapport à ces sujets-là. Et moi je le comprends tout à fait. C'est pas quelque chose qui me choque. Après voilà, moi moi d'un point de vue tout à fait personnel, je suis pas choqué quand une personne fait ce métier-là. Je comprends la réaction de Nadia et j'aurais même tendance à lui dire que si j'avais fait médecine, je me serais effectivement posé des questions pour faire X et Y spécialité, mais probablement pas celle-là. Tu sais qu'il y a des femmes qui préfèrent un gynéco homme qu'une femme, hein. Exact. Et ben je suis très content que tu dis ça parce que c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais justement te dire la raison pour laquelle j'aurais moins éventuellement on va dire de conservatisme peut-être que Nadia, c'est qu'effectivement je constate auprès de mes amis ici en France, de mes amis filles, que souvent elles aiment bien avoir un homme. Et pour avoir eu l'occasion de discuter avec des gynécos hommes, c'est très intéressant de regarder comment ils parlent de leur métier. Ils sont passionnés. D'abord, ils sont passionnés. Oui, il faut l'être. C'est ça la question. Comment on peut d'abord, ils sont passionnés, et puis en plus, ils le parlent en tant qu'exercice de la médecine. Voilà. Ils occultent qu'effectivement, ils s'intéressent à une partie du corps qui est effectivement liée à l'intime. Oui, voilà. Bon, ça c'est le discours feutré. Moi, j'ai des amis aussi qui ont fait école de médecine, et clairement, quand ils sont entre eux et qu'ils discutent, c'est pour la plupart d'entre eux, ils te disent oui, parce qu'ils sont obsédés par le sexe de la femme. Non, mais ça c'est en fac de médecine, mais ils se le disent entre eux. Et je suis sûre que si on posait cette question aux Françaises, parce que là, là ça fait débat parce que c'est au Maghreb et ça doit bien intéresser la presse française justement que ces questions se posent. Mais en même temps, il y a plus en plus de femmes non musulmanes qui vont, par exemple, dans des salles de sport non mixtes. Pareil pour dans des restaurants qui parfois aussi sont un peu plus fréquentés par des femmes. Il y a plus en plus de femmes non musulmanes qui vont. En Italie, il y a une plage aussi qui est réservée, un espace qui est réservé aussi aux femmes. Et c'est juste que c'est tabou en France de dire qu'on préfère être dans un espace réservé aux femmes, qu'on est aussi pour une forme de non-mixité. Et moi, je suis pour qu'on puisse respecter la volonté des femmes. Voilà. Oui. Regarde en Inde. Je veux dire, en Inde, elles sont pas musulmanes. Et puis aujourd'hui, dans les transports publics, il y a un espace pour les femmes et un espace pour les hommes. Et puis, tiens, on va parler de spectacle, puisque Farid est producteur de spectacle. Mais c'était où, je sais plus, aux États-Unis, ils envisagent certains espaces dans des concerts réservés aux femmes, parce qu'il y a beaucoup d'harcèlement sexuel dans les concerts. C'est une réalité. Je t'avoue que ça m'échappe un peu, moi, personnellement, moi qui ai l'habitude, qui a toujours vécu à l'école républicaine, je veux dire. Pareil pour moi, je suis normande, je te le rappelle. Je sais. Le fait qu'on puisse avoir peur finalement du sexe opposé, moi, m'exaspère un peu. C'est pas avoir peur. Non, mais je veux dire, quand on est un homme, Farid, moi, ici autour de cette table, toi tu es une femme, c'est pas pour autant qu'on va croiser une femme qu'on va tout de suite avoir, pour faire simple, des envies ou
quoi que ce soit, on peut quand même, on n'est pas des animaux. Hein, alors faut arrêter quand même. Je veux dire, non mais ça on en a déjà parlé. D'accord, cher Christophe. Non mais c'est vrai. Je veux dire, la mixité n'est pas la promiscuité non plus, donc il y a aussi une distinction à faire. Il y a mixité et mixité. Enfin, je veux dire, dans les centres commerciaux ou dans l'espace public, la mixité. On va pas faire comme en Arabie Saoudite où il y a un centre commercial pour les femmes. Non, mais là c'est tiré par les cheveux. Moi, à la limite, pour résumer et réduire le débat, j'ai envie de dire que la parole est au client. Puis la parole, là. En fait, la liberté. Je pense qu'au final, ce qui compte, c'est ce que le client souhaite. En l'occurrence, là, c'est ce que le patient souhaite. Si un patient accepte et veut bien être traité par un homme, tant mieux. Et puis si une personne ne le souhaite pas, il faut respecter ça. Voilà. Très bien. C'est pour ça que je on va prendre l'avis de Kader qui nous appelle au 01 40 33 9000. Salut Kader. Mais je suis d'accord, la liberté de chacun. Oui, bonjour messieurs, dames. En fait, moi j'aimerais interpeller votre invité. Il m'a particulièrement choqué sur un de ses propos, si je peux revenir dessus. Oui. Voilà, vous lui avez posé comme question, oui, est-ce que dans ton métier, en tant que producteur, tu aurais vu des choses, pas très normales, on va dire. Et lui, il a dit, moi, la délation, c'est pas trop mon truc. Donc j'aimerais savoir, ça veut dire si dans son métier, il avait été témoin d'un viol ou d'un harcèlement, il n'aurait pas été le dire aux autorités compétentes. Je comprends la question et je vais préciser mon propos parce que c'est pas ce que j'ai voulu dire. Quand je disais que je ne suis pas un adepte de la délation, c'est dans le sens où je n'ai pas l'intention ici sur un plateau de radio de venir aller jeter en pâture des noms et aller raconter des histoires. Par contre, clairement, si j'avais eu l'occasion de constater personnellement et directement des actes qui allaient à l'encontre de ce que je pense et de ce que la morale générale dicte, bien évidemment que j'aurais agi. Voilà Kader, et bien bravo en tout cas pour votre spontanéité. Tu sais que sur France Maghreb 2, nos auditeurs font super gaffe à ce que les gens disent. Il est très précis Kader, j'apprécie et je lui remercie. Non mais en plus ça fait référence à un ministre qui a dit qu'en politique on ne fait pas de délation et qui a fait un petit peu de marche arrière. Je crois que c'est Bruno Le Maire si je ne m'abuse, qui a eu ce propos en début de semaine. Merci Kader, c'est bon, ça te va comme explication? Merci d'avoir précisé votre pensée, c'est très important. Merci à vous, voilà, merci d'avoir permis de le faire. Justement Nadia, pourquoi tu as choisi de nous présenter Farid aujourd'hui en ton coup de cœur? Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure aussi, c'est par rapport à son parcours. Oui, voilà, non, c'est vrai. Oui, c'était le parcours. C'est quelqu'un qui a fait de brillantes études, qui a été dans la finance et qui n'a pas eu peur à un moment donné d'appuyer sur le frein, de se poser des questions, de remettre en question justement ses choix, peut-être même. Je sais pas si aussi par conviction, il nous le redira certainement. Et puis choisir le milieu du spectacle. Tu sais que je suis très sensible à l'art, donc je suis aussi sensible aux gens qui écoutent cet art-là et qui veulent en faire quelque chose pour réunir ou bien passer des messages. Et puis je trouve ça très bien qu'il développe son activité à la fois en France, en Algérie, au Maroc, au Maghreb et voilà, c'est un peu tout ça. Et puis parce que j'aime bien Farid, c'est quelqu'un de gentil, il est assez spontané. Et mais j'adore Nadia aussi. Voilà. Et je lui remercie d'avoir pensé à moi. Bon, écoutez, mon cher Farid, on peut te suivre un petit peu, non? T'es public, Je suis relativement discret. Très, c'est ce que j'aime bien aussi. Voilà. Ah oui. Relativement discret. Ouais. Bon, c'est très bien. En tout cas, mon petit doigt me dit qu'on va être amené à se revoir rapidement, mon cher Farid. Avec grand plaisir, mon cher Christophe. En tout cas, vous êtes bien sur France Maghreb 2 et tu vas pouvoir constater par toi-même dans un instant que nos auditeurs sont extrêmement attentifs à ce qu'on dit, puisque propose de manière quotidienne à nos auditeurs une chronique qui s'appelle Libertad, où les gens appellent sans que je sache qui c'est ni ce qu'ils vont nous dire, voilà, en toute liberté, d'où Libertad, donc que l'on va pouvoir donc dans un instant auquel vous allez participer avec Nadia sur France Maghreb 2. Libertad, ça arrive dans un instant. Le numéro de téléphone à composer, où que vous soyez d'ailleurs, du Canada à Marseille, 01 40 33 9000. Si vous appelez du Canada, n'oubliez pas de faire le 00 33 1 40 33 9000. À tout de suite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et magnifique cette émission, hein. T'as vu un petit peu Nadia, comme quoi les gens se parlent finalement, et puis même échangent en off, leurs ça continue, contacts, etc. Mais oui. On salue encore une fois nos amis de Al Discount à qui on souhaite évidemment bon courage
Et on espère qu'ils vont trouver une issue favorable donc à cet épisode un peu douloureux pour eux, mais aussi pour tous les salariés de ce magasin. Allez, c'est parti pour le Libertad sur France Maghreb 2. Cette fois-ci, on est là, messieurs, dames, bienvenue. Hier, on n'a pas eu le temps malheureusement, mais aujourd'hui, ce soir, c'est bon, c'est là. On est en pleine forme, prêt à vous accueillir. À bientôt, mon ami. 01 40 33 9000 pour nous appeler maintenant, où que vous soyez. Eh bien, on vous accueille. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir. Abdel, moi je voudrais revenir sur ce qu'elle a dit Nadia. Ouais, mais calme-toi, Abdel. Cette école, les gens qui sont gênés d'être curieux de faire ce métier, parce qu'il faut savoir qu'un médecin qui fait ce métier, il va pas voir que des colocs gâchis faire, hein. Il va voir aussi des femmes de 90 ans, 80 ans, être curieux et passionné là-dessus. Je suis pas sûr. Moi je dis que c'est un problème d'hommes. C'est plutôt les hommes qui sont pas d'accord, des jaloux, des machos, qui osent pas que leurs femmes soient vues par des hommes. Et c'est un problème maghrébin, hein, tout simplement de machistes, tout simplement d'hommes jaloux. Et pour la plupart qui pensent on va flipper sur leurs meufs, qui sont la plupart pas tellement belles. Et ça, c'est des grosses idées. Et ça gêne pas. T'es rempli d'a priori, Abdel, si je puis me permettre. Abdel, t'es rempli d'a priori quand même, hein, si je puis me permettre. Moi, je vous le dis, moi. Bon. Moi, je vous le dis, c'est un problème de machistes jaloux. Et c'est notre talon d'Achille à nous, les Arabes, qui nous fout un peu la honte dans le monde entier. Absolument pas. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être arabe. Puis il faut aussi entendre les femmes. Enfin, je veux dire, si les femmes elles expriment le souhait de ne pas être auscultées par un homme, il faut aussi l'entendre. Il y a aucun problème, c'est de la médecine. Non, mais ça, c'est vous qui le pensez. Bon. Mais merci, Abdel. Entendez aussi les convictions de ces femmes-là et le rapport qu'elles ont avec leur corps. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, il souhaitait t'interpeller. Bah, Nadia, c'est fait. 01 40 33 9000. Tant mieux, peut-être. Non, pourquoi tant mieux? Bien sûr, faut les écouter, les auditeurs, voyons. Allô, bonsoir, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom? Vous nous appelez d'où? C'est Sihem, j'appelle de Paris. Bonsoir, Sihem de Paris. Bienvenue à vous. Merci à vous. Je suis très heureuse déjà de vous appeler. Je vous écoute tous les jours. Ah, c'est gentil. Et moi, je voudrais revenir sur le sujet des sages-femmes, etc. Moi, en tant que femme, je voulais apporter un peu mon expérience. Ouais. Je pense que déjà, selon le sujet en Algérie, il faut voir cela de différents points de vue. C'est clair que si on voit ça d'un point de vue typiquement religieux, musulman, c'est clair que ça peut choquer. Quand étant femme, on se doit d'avoir une certaine pudeur, et c'est vrai que se faire ausculter par un homme, ça peut paraître un peu choquant. Oui. Après, d'un point de vue médical, moi je travaille dans le milieu médical, donc ça me choque pas du tout. Et puis moi j'ai eu mon expérience, j'ai accouché 2 fois. C'est vrai que d'un premier abord, on a tendance à... Ma gynécologue est femme, etc. Mais c'est vrai que j'étais amenée à me retrouver face à des sages-femmes hommes. Oui. Et c'est vrai que sur le coup, on est un peu gêné. Un peu gêné, oui. Mais sinon, ça se passe très bien. Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit votre invité. C'est que moi, personnellement, je trouve qu'un sage-femme homme est beaucoup mieux qu'une sage-femme. Alors, ça peut choquer. Et pourquoi? Pourquoi c'est je sais pas. Alors moi, j'ai trouvé ça. En fait, j'ai l'impression que, étant donné qu'ils sont hommes et qu'ils n'ont pas, notre intimité, ils sont beaucoup plus doux. Donc du coup, comme ils savent pas, je pense, comment ça se passe exactement, ils sont beaucoup plus doux, ils sont beaucoup plus intentionnés, ils sont vraiment à l'écoute de tout ce qu'on peut leur dire, et qu'ils essaient vraiment d'aller au fond du problème. Alors que les sages-femmes, des fois, c'est assez rapide, parce que c'est des femmes, ils disent, c'est ça, on fait, je comprends. etc. Donc voilà, je voulais apporter, écoutez, merci pour votre point de vue, éclairage très important. Merci beaucoup, CM. Merci à vous. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000. Farid, tu te régales, je suppose. J'adore. Libertad, bien sûr, sur France Maghreb 2. On est la seule radio où vous permettre donc de prendre vos appels en toute liberté. Comme ça, je ne sais pas qui ils sont, ni ce qu'ils vont nous dire. France Maghreb 2, bonsoir, qui est là? Allô? Eh ben voilà, notre petit chat quotidien aussi, voilà, des gens qui appellent pour faire le chat. Non mais Christophe, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, on est bien d'accord que dans ce débat, la question du halal haram ne se pose pas. Je veux dire, c'est pas interdit de se faire ausculter par un homme. C'est pas ça la question. C'est plus, une fois de plus, le rapport de la femme avec son corps et cette question de pudeur. Non, mais je comprends que des femmes puissent être gênées, il n'y a pas de problème. Par rapport à un quelconque interdit ou quoi que ce soit. Ouais, mais bien compris. C'est plus une préférence ou un choix, voilà. France Maghreb 2, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur, quel est votre prénom et votre ville d'appel s'il vous plaît? Oui, c'est Mohamed d'Anières-sur-Seine. Bonsoir Mohamed d'Anières-sur-Seine, on vous écoute. Ça va? Ça va très bien et vous? Alhamdulillah. Alors, qu'est-ce qui se passe Mohamed? C'est juste pour vous dire en fait, c'est pour rebondir sur le sujet. Déjà en Algérie, il y a beaucoup de gynécologues hommes, faut le savoir. Et il y a beaucoup de gens, même des gens de ma famille, même si moi j'y suis un peu opposé, mais
Mais il y a beaucoup de gens et beaucoup de femmes qui vont se faire ausculter par des gynécologues hommes en Algérie. D'où cette proposition donc de la responsable des sages-femmes en Algérie qui propose d'ouvrir le métier aux hommes. Alors on comprend plus pourquoi ça fait débat, c'est vrai en plus. Ouais. Bah merci beaucoup de l'info en tout cas mon ami. Je vous en prie, merci, bon courage Christophe. Bon courage à toi et continue de nous écouter évidemment, soyez fidèles parce que c'est l'émission qui vous ressemble mais aussi qui vous rassemble, c'est très important. 01 40 33 9000. Est-ce qu'on peut se permettre un dernier? Mais Jaël, tu nous en veux pas? Non. Allô, bonsoir, France Maghreb 2. Oui, bonsoir, j'appelle de Paris. Bonsoir. Bonsoir, Amira de Paris. Bonsoir, Amira. Pour vous dire, c'est pour moi, je change complètement de sujet. Hein. Allez-y, mais c'est Libertad, c'est Libertad. C'est les Rohingyas, hein. Je suis tout le temps dedans, moi. C'est juste pour vous dire, moi, c'est pas moi qui organise, attention. Hein. C'est oui. Par contre, faites très vite parce qu'on est super en retard, Amira. Oui. Vas-y. Alors, le 22 dimanche à 15h, place la rue de Courcelles en Birmanie. L'ambassade de Birmanie, mais c'est la place, comme vous dites, d'aller vite, j'ai perdu l'adresse, c'est la place, déjà, il faut noter le dimanche 22, 15h, métro Courcelles, place du Général Brocard. C'est un petit Quelle heure voilà. Quelle heure 15h. 15h, d'accord. Très bien. J'y vais souvent là-bas, je vais tout le temps. Hein, voilà. Merci Amira, tu nous pourras nous rappeler évidemment demain pour faire une petite piqûre de rappel. Nadia, merci. Bah merci Christophe. Et puis on se retrouve toujours sur Speak Up Channel. Hein. Oui, absolument. Très bonne émission, très bonne chaîne YouTube. J'adore. Absolument. Farid, merci beaucoup. À très vite. Merci Christophe, c'était un plaisir. Merci Farid. Et à très bientôt en tout cas sur France Maghreb 2. Il est 18h01, pardon du retard, mais Jade arrive dans un instant pour la bonne humeur jusque 20h. Le rappel de l'actualité en ce jeudi soir, c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron est arrivé au Conseil européen de Bruxelles pour prôner l'unité des 27 sur les discussions autour du Brexit. Il en a profité pour envoyer un mot de solidarité aux Portugais après les terribles incendies qui ont frappé le pays avec de nombreux morts. Emmanuel Macron a par ailleurs soutenu Madrid dans ce bras de fer avec Barcelone, tout comme Angela Merkel. Nous soutenons la position du gouvernement espagnol, a lancé la chancelière allemande. Nous espérons aussi que des solutions pourraient être trouvées sur la base de la constitution espagnole. En Espagne, justement, le gouvernement avait laissé jusqu'à ce matin 10 heures au président catalan pour clarifier sa position sur l'indépendance. Carles Puigdemont a respecté le délai, mais la réponse n'est pas au goût de Madrid. Conséquence, un conseil des ministres extraordinaire se réunira ce samedi pour enclencher la suspension de l'autonomie de la Catalogne. Les premiers chiffres de la mobilisation à Paris, les manifestants seraient 5 500 selon la préfecture de police contre 25 000 selon la CGT. De nombreux hommages après l'annonce de la mort de l'actrice Danielle Darieux à l'âge de 100 ans. Elle savait tout jouer avec un naturel prodigieux, dit la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. La simplicité de Danielle Darieux faisait sa splendeur, estime de son côté Alain Juppé, le maire de Bordeaux, où la comédienne était née en 1917. Si vous êtes une femme et avez des enfants, vous connaissez peut-être le Cytotec, ce médicament destiné à soigner les ulcères de l'estomac, mais détourné pour déclencher des accouchements, sera retiré du marché français en mars 2018 parce qu'il présente des risques pour la santé de la mère et de l'enfant. Sport football, après le succès du PSG hier soir 4-0 à Anderlecht en Ligue des Champions, place ce soir à la Ligue Europa de football. Lyon se déplace chez les Anglais d'Everton, Marseille accueille les Portugais du Vitória Guimarães et Nice reçoit les Romains de la Lazio. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.